20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. À 2 semaines de l'Eid el-Kébir, tournée du Premier ministre dans les foirailles de la région de Thiès, Amadou Ba juge l'approvisionnement en bétail suffisant. Le chef de l'État Macky Sall est victime d'une cabale internationale, affirmation de Robert Bourgi. Le spécialiste des questions africaines invité de l'émission Grand Jury fait appel au roi Mohamed VI, seule habilité selon lui à mener une médiation entre le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko. Et puis une première pour l'Afrique et le Sénégal, un cours mondial sur l'éradication du paludisme en Afrique, abrité par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment sa faculté de médecine, et le CIGAS, le Centre international de recherche et formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec la tournée du Premier ministre à Thiès, laquelle entre dans le cadre des préparatifs de la Tabaski. Amadou Ba, comme vous le voyez sur ces images, a fait le tour des foirailles de la région, notamment ceux de Toubatoul et de Seoukha et Ngoundiane. Et selon lui, l'approvisionnement est correct et les prix des moutons abordables. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Le ministre Amadou Ba et l'ensemble des chefs de service du ministère de l'élevage et des organisations des éleveurs ont visité les foirailles de Toubatoul, Seoukha, Ngoundiane pour s'enquérir de la situation à quelques jours de la Tabaski. Constat fait, le marché est très bien approvisionné en moutons. Nous avons visité Toubatoul et Seoukha. Je dois noter la disponibilité des moutons aujourd'hui. Effectivement, les statistiques qui me sont données par les services compétents du ministère de l'élevage laissent entrevoir qu'il y a aujourd'hui, à date, un excédent de près de 20 000 moutons. Donc on a à peu près 480 000 moutons qui sont disponibles à l'intérieur du pays pour une demande de près de 800 000 moutons. Donc nous sommes sur un bon trend. Le Premier ministre est aussi heureux de constater que les prix des moutons sont abordables. Les moutons ne coûtent pas cher. Et nous l'avons vu à travers les prix, effectivement. Aujourd'hui, nous avons vu des moutons qui tournent autour de 75 000, 70 000 et jusqu'à quand même des prix qui peuvent être assez élevés. Amadou Ba a fait noter que le gouvernement a pris des mesures idoines pour le renforcement de la résistance des éleveurs avec la mise à disposition des tonnes d'aliments de bétail. Ici à Seoukha, c'est 110 tonnes qui sont disponibles, subventionnées à 50% par le gouvernement. C'est une mesure qui est prise par le président de la République l'année dernière. On l'a vu aussi à Toubatoul, où nous avons trouvé 80 tonnes. Le Premier ministre Amadou Ba a par ailleurs annoncé que des dispositions importantes seront prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et nous restons avec la Tabaski dans les foirailles de Matam. L'approvisionnement est également correct. Plus de 65 000 moutons sont recensés au niveau des différents points de vente. Le directeur régional de l'élevage de Matam affirme que les prix oscillent entre 45 et 250 000 francs CFA. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Ali Bandelian. À moins de 2 semaines de la fête de la Tabaski, plus de 65 000 moutons ont été déjà recensés au niveau des 15 points de vente de la région de Matam. Au foirail de Ourossogui, sans doute le plus important de la région, les clients se font rares selon les éleveurs. Donc ici, il y a des marcements, MP. Les marcements. Pour l'instant, c'est 12 MP seulement, ta vie. Il n'y en a pas de clients. Seulement les vendeurs. Il n'y a rien de clients ici. Seulement les MP, il y a des clients qui sont venus pour acheter un mouton, 2 moutons, c'est fini. Avant, il y a des clients qui sont venus acheter 50, 60 et les amener à Dakar. Pour l'instant, on ne sait pas commencer. Comme à chaque année, à la veille de cette fête religieuse, les vendeurs mauritaniens traversent le fleuve pour convoyer des moutons. Et malgré les conséquences de la tension politique, les Tefanké ont déjà envoyé plus de 11 000 moutons vers Dakar. Même par rapport aux exportations en direction de Dakar, elles ont augmenté par rapport à l'année dernière à pareille période. Donc l'année dernière à cette période, c'est-à-dire à 2 semaines de la Tabaski, pour la région de Dakar, les exportations s'estimaient à 8 500 têtes.
Et cette année, on est déjà à 11 000 et quelques têtes. Donc malgré le contexte, malgré la situation qui prévaut là-bas, les exportations quand même ont augmenté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à pareille période, les importations tournaient autour de 700, un peu moins de 800 têtes. Et cette année, jusqu'à hier, nous en étions à un peu plus de 1000 sujets qui sont venus de la Mauritanie. Mais toujours est-il que les chiffres totaux enregistrés l'année dernière ne sont pas encore atteints. Mais on espère, avec la tendance qui se dessine, que d'ici la fin du suivi de l'opération Tabaski, que ces chiffres soient dépassés ou même égalés. Le marché est certes bien fourni, mais ce sont les clients qui se font rares. Même si, selon le directeur régional du service de l'élevage de Matam, les prix se situent entre 45 et 250 000 francs CFA. Et nous restons à Matam cette fois-ci pour parler politique. Interdit de marche, les partisans d'Ousmane Sonko dans le département de Matam laissent éclater leur colère. Ils projettent de manifester prochainement. Ces affiliés du parti Pastef se sont également prononcés sur l'affectation de leurs camarades à Matam, maître Ngagne Demba Touré, une affectation qui n'est ni plus ni moins, selon eux, une sanction à lui affligée par le ministre de la Justice. Nous retrouvons Ali Bandani en reportage. Ce sont des responsables très remontés qui ont fait face à la presse pour dénoncer la série d'interdictions des marches de la part des autorités administratives locales. Je veux dire qu'on a déposé plusieurs demandes de manifestation pour se solidariser avec l'injustice que notre leader est en train vraiment de subir actuellement à Dakar. Mais malheureusement, le préfet du département de Matam fait sourde oreille de ne pas nous entendre et de ne pas nous donner notre liberté de s'exprimer et de dénoncer cette injustice qui n'a aucun fondement. Pour dire que, Inch'Allah, le samedi 24, nous allons organiser le grand rassemblement. Qu'il le veuille ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons tenir ce rassemblement. Sur l'affectation d'un de leurs camarades, Ngagne Demba Touré, la coordination Pastef de Matam promet un logement gratuit et un accueil populaire dès son arrivée. Maître, il est en mission et il sera accueilli comme un roi à Matam, Inch'Allah. L'espérance qu'il va venir vraiment chez lui, et il sera bien accueilli, il sera bien entretenu et toutes les conditions nécessaires vraiment lui seront facilitées pour qu'il puisse faire son travail tranquillement, mais également pour qu'il puisse travailler pour le parti. À 100%, l'hébergement est assuré par Pastef. S'il faut même la sécurité, on va mettre ça à sa disposition. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on l'accueille à Matam. Pour la mobilisation retenue le 25 juin prochain à la cité Keur Gorgui, les Pastefiens de Matam promettent de faire le déplacement. Et nous restons avec ce sujet pour cette fois-ci recueillir l'avis du directeur de l'administration générale de l'équipement au ministère de la Justice sur cette affectation de maître Ngagne Demba Touré à Matam. Abdoulaye Sy rappelle les obligations de tout fonctionnaire devant servir partout où l'État en exprime le besoin. Le DAGE, par ailleurs responsable APR à Matam, ajoute qu'il n'y a pas de relent politique dans cette mesure. Voici Abdoulaye Sy que nous écoutons au micro de la Gili. Ce pays est en train de se construire et il a besoin de paix pour être construit. Et le chantre de cette paix-là, c'est le président de la République Macky Sall. Où est-ce qu'il est actuellement? Il est en train de porter le flambeau de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que celui-là mérite qu'on l'accompagne pour effectivement que ce pays soit stable et que l'on retrouve la paix que l'on connaît dans ce pays. Je suis fonctionnaire sénégalais. Et je me félicite, je m'honore de dire que je suis fonctionnaire depuis mes 23 ans. J'ai fait 2 services professionnels ici à Matam. J'ai fait un service professionnel en tant qu'instituteur, j'ai fait un service professionnel en tant qu'inspecteur principal des impôts. Donc je ne vois en rien l'affectation d'un agent puisse être une sanction. Fonctionnaires, nous avons vocation de service partout dans le pays et on doit servir partout où le besoin nous appelle. C'est ma réponse. Actualité politique toujours, mais cette fois-ci avec cette déclaration de Robert Bourgi qui déplore les saccages, pillages des institutions ciblées
de même que les personnalités politiques et religieuses. Le spécialiste en questions africaines affirme qu'il y a un complot international mené contre le président Macky Sall et l'État sénégalais. Invité de l'émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche, il estime que le président Sall a droit à un 3e mandat et ajoute que le roi Mohamed VI peut intervenir pour mener une médiation entre le chef de l'État et l'opposant Ousmane Sonko. Je vous propose de l'écouter. J'ai vu certaines vidéos où les forces de l'ordre cherchaient à répondre passez-moi l'expression, aux assaillants. Les assaillants avaient été formés. Des assaillants, spontanément, n'ont pas ce sens de la dispersion et de l'encerclement des forces de l'ordre. C'est pour ça que je vous dis, il y a un complot. Il y a des forces étrangères. Je ne sais pas quelle est cette puissance, mais il y a des gens qui ont entraîné ces assaillants, ces jeunes qui sont allés vers commettre les pillages et les violences. Ce sont des forces étrangères qui ont entraîné ces assaillants. Quel était le projet alors, selon vous? Entraîner la chute du régime de Macky Sall, peut-être? Oui. Foutre le bordel. Et ça, un État de droit ne peut pas l'accepter. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu souhaiterais que le président Macky Sall se représente? Je dis oui, mais il a le droit de se représenter. Il a le droit. Vous me demandez si je le veux? Oui, je voudrais qu'il se présente. S'il y a une médiation qui doit se faire, je pense à un homme que je ne connais pas personnellement, mais dont je connais l'aura, de par le pouvoir mahométan qu'il a, c'est le roi du Maroc. Parce que c'est un ami du président Macky Sall et le président le respecte beaucoup et c'est réciproque. Le centre d'adaptation de Nianing a célébré la journée de l'enfant africain. Vous le savez, le thème de cette édition concerne le droit des enfants dans l'environnement numérique, un thème jugé important par le directeur de ce centre pour sensibiliser des pensionnaires dont l'écrasante majorité sont des prisonniers mineurs victimes d'une mauvaise influence des réseaux sociaux, selon lui. Compte rendu Ndeye Matidien. Bien qu'ils soient des mineurs en conflit avec la loi, la journée de l'enfant africain les concerne. Le CAS de Nianing est la plus ancienne structure de prise en charge de l'enfance désadaptée au Sénégal, puisqu'il a été créé en 1957. Depuis lors, n'est-ce pas, la structure a connu beaucoup de mutations, avec notamment des épisodes de fermeture, réfection, réouverture. Et la dernière épisode de réouverture date de 2017. Et aujourd'hui, le centre est passé d'une capacité de 22 mineurs à 40 mineurs. Aujourd'hui donc, les enfants que nous recevons nous viennent de toutes les juridictions nationales. Nous accueillons uniquement sur décision judiciaire. Le thème choisi cette année, le droit des enfants dans l'environnement numérique, est d'actualité qui insiste sur leur encadrement pour faire un bon usage du numérique. C'est pourquoi le comité des experts a décidé de choisir ce thème-là pour alerter les autorités, les populations de manière générale et les enfants eux-mêmes qui utilisent ces réseaux sociaux-là pour qu'ils essaient ensemble de réfléchir sur comment faire pour faire un bon usage de cet élément-là qui participe effectivement à la vulgarisation de ce qui se passe dans le monde. Pour le directeur du centre d'adaptation de Nianing, la responsabilité des parents doit aussi faire l'objet d'une bonne analyse. Le constat pour lui, c'est qu'il ne se soucie plus de l'éducation des enfants. J'en veux pour preuve les récentes manifestations qui ont eu lieu au Sénégal. Énormément d'enfants ont été arrêtés parce que simplement ils participaient d'une manière ou d'une autre à ces activités-là. Je ne les blâme pas. Les principaux fautifs dans ces histoires-là, ce sont les parents. Ce centre de correction pour mineurs accueille 40 enfants qui sont formés dans différents métiers. Les enfants sont accueillis, orientés, écoutés et accompagnés dans le cadre de l'initiation professionnelle à travers 4 sections. Nous avons la section menuiserie métallique, la section électricité, la section tapisserie et la section menuiserie bois.
Reprise générale des cours au sein des différentes universités à l'échelle nationale, décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'issue d'une réunion avec les recteurs des universités et les présidents de conseils d'administration. Le bon déroulement des enseignements était également au menu des discussions. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Le retour à la normale dans les universités. Après les récents événements, la recherche de solutions se poursuit. Entouré par les recteurs des universités et présidents de conseils d'administration, le ministre de l'Enseignement supérieur opte pour l'enseignement à distance comme mesure transitoire. Les cours reprennent dans toutes les universités d'ici la fin du mois, selon Moussa Baldé. Toutes les universités, quasiment, soit ont décidé de reprendre les cours à partir lundi dernier, ou en tout cas d'ici la fin du mois, toutes les universités vont réouvrir. Mais en grande partie, ce sera pour le moment des cours à distance, de l'enseignement à distance, c'est-à-dire avec le téléenseignement. Le chapiteau de l'université Cheikh Anta Diop et les espaces numériques ouverts de Ziguinchor et de Keur Massar seront opérationnels d'ici peu, rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Oui, par exemple, ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu par exemple l'ENO de Keur Massar qui a été, l'ENO de Ziguinchor qui a été totalement saccagé. Il se trouve que nous devrions réceptionner, nous étions en location et que nous devons réceptionner l'ENO de Ziguinchor très rapidement. Donc ce qu'on a dit, c'est d'accélérer la réception de l'ENO de Ziguinchor pour pouvoir déménager les étudiants au niveau de cette ENO. L'ENO de Keur Massar aussi est quasiment prêt. Là aussi, il faut accélérer pour que les étudiants puissent maintenant aller occuper l'ENO construit à Keur Massar. Ce sera le cas aussi pour les FR de médecine de l'université de Ziguinchor. Des outils pédagogiques seront mis à leur disposition. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Baccalauréat international, 70 élèves de l'école ENCO Waka ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie de graduation, une occasion saisie par le proviseur de l'établissement pour appeler à une réadaptation des programmes scolaires à l'ère de la mondialisation. La cérémonie a enregistré la présence de l'écrivaine Marietou Mbaye alias Ken Bougoul, désignée invitée d'honneur. Les détails, c'est avec Ibrahim Akan qui a assisté également à cette cérémonie de remise de diplôme. Après 7 ans de dur labeur, ils sont 70 à recevoir leur diplôme. Ils, ce sont les élèves de ENCO Waka, un sentiment du devoir accompli pour ces apprenants qui ne cachent pas leur joie. Très fière et très contente, aussi très heureuse de ce award que j'ai reçu aujourd'hui. C'était un travail très acharné, je dirais, mais c'est juste le fruit de notre travail en général et je suis très contente. Et la plupart d'entre nous, l'année prochaine, on va aller à l'université, Inch'Allah, pour poursuivre des études supérieures. Et moi, par exemple, nos carrières, nous tous, ne sont pas encore définies, mais la plupart d'entre nous vont en management, médecine, finance, etc. Donc oui, nous espérons la réussite et demandons beaucoup de prières. Proviseur de l'école, Demba Diop témoigne toute sa fierté à l'endroit de la promotion à l'honneur. Il se félicite de la qualité de l'enseignement au Sénégal dans son ensemble, non sans souhaiter une réadaptation des programmes. L'enseignement en général au Sénégal, je trouve que l'enseignement est d'une bonne qualité, avec les séries L, les séries S. Les programmes sont bien ficelés, bien que nous sommes arrivés à un moment où il va falloir réfléchir encore sur une réorientation de ces programmes. Nous autres, dans le programme international, cette réorientation a été déjà faite. Parce qu'il faut se pencher vers quand même l'acquisition des compétences qui vont permettre à l'élève d'être ouvert, d'avoir une sensibilité internationale, de pouvoir avoir confiance en lui. Donc c'est vers ces orientations que les programmes devraient être orientés. Invitée d'honneur de cette cérémonie de graduation, l'écrivaine Marietou Mbaye alias Ken Bougoul. Elle appelle les lauréats à toujours développer le culte de l'excellence. Toujours de continuer dans l'excellence, toujours de se remettre en cause et en question, parce que dans la vie, il faut à chaque fois douter. On peut bien faire, mais moi je suis pour le mieux faire. Tout à l'heure je disais que je ne veux pas compris pour moi pour le paradis, je veux aller au-delà du paradis, parce qu'il y a encore mieux. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans une dynamique qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux, et c'est possible. Donc je les encourage vraiment dans cette dynamique de l'excellence et pour contribuer
au renouvellement des générations dont notre monde a tant besoin pour des lendemains meilleurs. Le diplôme déjà en poche, ces nouveaux bacheliers vont découvrir le monde universitaire pour les besoins de leurs études supérieures. Félicitations aux lauréats et plein succès pour la suite. Ouverture officielle ce dimanche du premier cours international sur l'éradication du paludisme, une première en Afrique, un honneur pour le Sénégal, notamment pour sa faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, d'abriter cette rencontre en partenariat avec le SIGAS, le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et surveillance sanitaire. Un choix motivé par le leadership du Sénégal et la réputation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs personnalités du monde médical et scientifique ont confirmé leur présence à ce cours qui se déroule du 18 au 23 juin. Compte rendu signé Abib Faye. L'Afrique poursuit sa lutte contre le paludisme, une première pour le continent qui accueille le cours mondial CO, un programme de l'université Harvard de Boston des États-Unis axé sur l'éradication du paludisme et du leadership. Pour montrer que l'Afrique, le Sénégal, est capable d'organiser un sommet, un forum mondial de cette dimension, qui est la première de son genre en Afrique, parce que le monde a observé le Sénégal. Les partenaires ont donné leur avis que le Sénégal, que l'Afrique, où le plus lourd tribut, en tout cas la perte la plus importante en matière de paludisme est constatée, 95%, peut prévaloir son expertise. Maintenant, il est clair que la lutte doit être globale. Nous devons mutualiser nos forces pour que le paludisme soit éradiqué, non pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique et donc dans le monde. Des sommités scientifiques du monde entier sont de la partie et durant une semaine, elles vont mettre des stratégies d'éradication. Je parlerai d'un taux de résidence relativement faible, de 4%, 3 à 4% depuis quelques années. Avec toutes ces panoplies d'intervention que nous voyons, encore une fois, le leadership de l'État du Sénégal, nous sommes en prélimination dans certaines parties du Sénégal. Et il n'y a que quelques zones rouges dans la zone au niveau du sud du Sénégal qui, je pense, vont être maîtrisées d'ici quelques années, 3 ans, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas, pour que le Sénégal puisse éliminer le paludisme d'ici 2030. Une stagnation de l'évolution de la lutte est notée depuis 3 ans. Les scientifiques invitent à former les jeunes pour relever les défis d'ici 2025. La situation actuelle est marquée par une stagnation du progrès. Depuis 3 dernières années, il y a une stagnation des progrès que nous avions jusque-là enregistré jusqu'en 2020. En 2020, nous étions sur un bon élan, mais il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que des pays qui avaient fait des progrès dans la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme n'ont pas continué à avancer dans ce sens-là. En 2025, et même les objectifs fixés en 2030, et qui sont en alignement avec les objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme et même de la réduction de tout ce qui est maladies infectieuses dans le cadre de SDGs santé. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par le biais du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire SIGAS, a reçu le cours mondial CO 2023. Ce cours se tient du 18 au 20 juin à Dakar. À présent, ce communiqué de la douane qui nous apprend que d'importantes saisies de drogue et de médicaments contrefaits entre fin mai et début juin 2023 sur toute l'étendue du territoire pour une contre-valeur estimée à plus de 340 millions de francs CFA, la dernière en date. L'interception ce mercredi 14 juin 2023 par la brigade mobile des douanes de Gossas d'une berline remplie d'aphrodisiaques. La contre-valeur de cette saisie est estimée à 59 millions. On peut noter également parmi les saisies un lot de divers médicaments d'un poids total de 412 kg à Missirawaden, la saisie de faux médicaments et de la drogue d'une contre-valeur de 118 millions de francs CFA à Palmarin et enfin la double saisie de chanvre indien par la brigade maritime de Mbour évaluée à 65 millions de francs CFA.
À Dara Djolof, l'association pour la promotion de la santé a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations sur les zoonoses et les résistances antimicrobiennes qui sont devenues des problèmes de santé publique. La caravane a sillonné la route nationale en passant par le foirail des petits ruminants. Nous écoutons pour les détails Dr Eliba Bassal, médecin de profession. Il est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Nous avons organisé une grande journée de sensibilisation portant sur deux thèmes, les zoonoses et les résistances antimicrobiennes. En parlant de zoonoses, nous faisons référence à l'ensemble des pathologies, c'est-à-dire les maladies qui contaminent les hommes venant des animaux, aussi vice-versa. Parce qu'on a considéré que c'est un problème de santé publique. Et comme Djolof, sans doute, est une zone où l'élevage reste l'activité principale, on a voulu sensibiliser les populations avec une randonnée pédestre suivie d'une sensibilisation. On a considéré qu'il y a une utilisation des antibiotiques de façon très mal organisée. Ça veut dire que les gens utilisent les antibiotiques comme ils le veulent, sans pour autant respecter les protocoles. Donc c'est une nécessité aujourd'hui, en tout cas, de parler avec les populations pour les sensibiliser, pour leur dire qu'il faut respecter les animaux, prendre des mesures, savoir se laver les mains, respecter aussi la propreté, savoir aussi quelle viande consommer, quelle lait consommer pour éviter ces maladies. Aussi concernant aussi le traitement de ces animaux, il faut toujours contacter le docteur en vétérinaire. Colère des habitants de Pech Bissé dans la commune de Thiaré-Ndialgui. Ils réclament l'électricité dans leur village qui est tout près du chef-lieu de la commune. Ces jeunes ont organisé un sit-in pour manifester leur ras-le-bol dans la commune de Thiaré-Ndialgui. En effet, de façon générale, le niveau d'électrification est très faible. Un collectif des villages non approvisionnés a été mis sur pied il y a un an, mais à ce jour, rien. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey nous font le point. Le sit-in a réuni presque tous les habitants de Pech-Bissette. Les jeunes qui l'ont initié parlent d'injustice. Leur village est à moins d'1 kilomètre du chef-lieu de la commune et n'est toujours pas électrifié. Pech-Bissette est en amont dans le village de Thiaré-Ngolgui. Donc nous vivons dans l'obscurité depuis des années. Au moment où Thiaré a été électrifié, de même que Ngolgui, depuis 2 ans au minimum, nous vivons toujours dans l'obscurité. C'est ce que nous dénonçons. C'est une injustice totale que nous dénonçons. Nous sommes le seul amont dans le village de Ngolgui. Voilà. Donc Ngolgui, c'est le village central, Pech-Bissette et l'amont. Voilà. Donc, mais comme je l'ai dit, Ngolgui a été électrifié depuis 2 ans, Thiaré-Ndialgui depuis plus de 4 ans. Et nous restons dans l'obscurité. Maïmouna Ndiaye est mère de famille dans ce hameau. Selon elle, les femmes souffrent le plus de cette absence d'électricité. Des jeunes d'autres villages de la commune de Thiaré-Ndialgui ont été invités à ce rassemblement. Le collectif des villages non électrifiés dénonce le faible niveau d'électrification dans cette commune du département de Fatick. Actuellement, à Thiaré-Ndialgui, juróom-ñaari village yoo xam ne amaguñu courant si fanweeri dëkk amoo yi plus de 60 amoo mën nañ wax à peu près 70 amoo yoo xam ne te Pech-Bissette bi si amoo yooyu la bokk amuñu courant amuñu dara te ñun nag courant la ñu bëgg. Les autorités municipales sont aussi conscientes de la situation. Le maire de Thiaré-Ndialgui, Badara Ndiaye, rassure les populations. Des discussions sont entamées avec le PUDC et l'ASER pour améliorer le niveau d'électrification dans la commune. Nous, à Thiaré-Ndialgui, avec le PUDC, nous avons 6 autres villages, à part les villages qui ont été déjà électrifiés. Et c'est la même dynamique qu'il y a autour de Ndiob, Diakhao, Diarère et autres. D'après ces jeunes, la non-électrification de la majeure partie des villages de cette commune favorise la pauvreté. Aucune activité économique ne peut y être développée. Les acteurs de la filière anacarde en conclave à Kolda à l'occasion de la journée nationale du cajou. À l'ordre du jour, la chute du prix du kilogramme de cajou. Les producteurs proposent l'amélioration de leurs conditions de travail pour y remédier. Abdoulaye Diallo. Jugé très faible cette année, les tarifs du kilogramme de cajou étaient entre autres sujets débattus à l'occasion de la journée nationale du cajou tenue à Kolda. Donc la crise de l'anacarde est de façon générale, c'est national et c'est international. Il faut savoir que l'anacarde dépend d'un marché un peu complexe où il faut noter que aujourd'hui les industriels sont les Vietnamiens et les Indiens, mais les consommateurs sont des Américains et les Chinois et un peu le monde arabique. Donc c'est là-bas que les prix ont chuté.
Donc, et c'est ça, c'est eux qui sont impactés par ces différentes crises. C'est ce qui fait un peu la baisse de leur consommation et la restriction qu'il y a entre certains pays au niveau international. Mais je vous dis de façon officielle que le Sénégal a toujours le meilleur prix. Au moment où aujourd'hui au Sénégal, on est en train d'acheter à Ziguinchor à 400 francs, 300 francs le kilo. À côté de nous, en Guinée-Bissau, aujourd'hui le prix Borsan est à 150, 160. Acteur principal de la filière du cajou, l'administration était bien représentée dans ces assises. J'ai tout à l'heure souligné le problème de la transformation. Parce que la région naturelle de la Casamance dispose de beaucoup d'atouts, d'énormément d'atouts, mais qui peinent à être valorisés suffisamment pour que le peuple national puisse en bénéficier. Parce que c'est un grenier, il faut le reconnaître. Il suffit de venir dans cette zone pour voir tout le potentiel qu'on a, mais qui est insuffisamment valorisé. Les producteurs, quant à eux, ne souhaitent qu'une amélioration de leurs conditions de production. Transformation locale et transformation industrielle. La forte mobilisation des acteurs venus de toutes parts de la zone sud-est pour honorer de leur présence la célébration de la journée nationale du cajou, cela démontre à suffisance l'importance de cette filière dans l'économie du pays. Allez, parlons culture avant de refermer ce journal. Les arts plastiques à l'honneur de la 9e édition de l'exposition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Des artistes d'origine diverses ont dévoilé leurs œuvres en présence du ministre de la Culture. Aliou Sow a appelé le secteur public à se lancer dans la promotion du mécénat culturel. Ousseynou Diop, Habib Sek. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. 33 artistes ont exposé leurs œuvres au Centre régional de documentation du Sénégal avec des thèmes d'actualité. Les hommes de l'art de Saint-Louis, très mobilisés, ont permis au ministre de la Culture de visiter les 70 œuvres exposées par les artistes de Saint-Louis et de la sous-région. Donc recevoir les plasticiens, c'est encore une fois une façon de renforcer cette collaboration, mais aussi de les motiver. Le ministre de la Culture salue le génie créateur, le talent et la patience de nos artistes. Après avoir échangé avec les organisateurs, il a appelé le secteur public et privé à se lancer dans la promotion du mécénat culturel. Et profiter de l'occasion pour rappeler mon appel au secteur privé et public de se lancer dans la dynamique de la promotion du mécénat culturel. Embellissez vos demeures, embellissez vos bureaux, embellissez vos lieux de villégiature par l'acquisition de produits artistiques de nos compatriotes et des amis du Sénégal qui viennent exposer ici. Les artistes ont travaillé durant des mois pour proposer aux visiteurs des œuvres de grande qualité. L'initiateur des rencontres artistiques les appelle à redoubler d'efforts. Le ministre de la Culture, pour féliciter notre exposition, les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc c'est bien parfois nos autorités de venir nous rendre visite, regarder ce qu'on fait. L'exposition des itinéraires artistiques de Saint-Louis est l'un des événements artistiques les plus importants. Plusieurs jeunes ont été formés durant les 40 jours d'exposition par les artistes en art plastique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très vite.